Wataheni maki amabru maiken yanumai yamaki ore wano hira mamaki. Ihuru tami patamai bihioi. Kamiyama Davi Kobenawa Yanomami. Eyata Herima Bihion Kawamaka. Bienvenue, Louise. Merci beaucoup d'être là avec nous, même si c'est par écran. Et un grand merci de votre temps et disponibilité pour trouver ces moments pour en discuter avec nous sur votre film. Mais avant de parler justement de votre film, peut-être la question la plus importante, comment allez-vous, vos proches? Quelle est la situation aujourd'hui au Brésil? Bon, au début, pour moi, c'est un plaisir de parler avec toi. Et même pour nous qui ont fait le film, A Última Floresta, c'est un grand plaisir d'être au Festival Vision. On trouve que c'est un festival très important pour nous, pour avoir la possibilité de regarder des autres films, mais aussi pour montrer dans un espace aussi spécial les cinématographies documentaires brésiliens. Et à ce moment ici, c'est très important de porter les mots et les pensements des Indiens brésiliens. Chez nous, chez moi, ça va, on est bien, mais au Brésil, les choses ne marchent pas bien. On est très mal maintenant avec la Covid, la pandémie de Covid, parce qu'on a un président négationniste comme Trump, qui disait tout le temps que les vaccines n'est pas nécessaire, qu'on n'a pas ce n'est pas besoin d'être isolé, de faire l'isolation, ce n'est pas bon pour l'économie. Donc, les résultats est que maintenant, on a plus ou moins 3000 morts tous les jours. Wow. C'est vraiment terrible. Bien, oui. Et même pour les Indiens, je travaille avec eux, et mon documentaire, c'est une possibilité de connaître bien proche le mode de vivre des Indiens. Et chez eux, le moment, ce n'est pas facile parce que le gouvernement Bolsonaro, qui est arrivé 2 ans fait déjà, il ne respecte les situations légales des territoires indiens. On a plus ou moins comme 200 nations indiennes au Brésil qui sont plus ou moins 800 000 personnes. Uh-huh. Et maintenant, il y a beaucoup de territoires qui sont déjà légalisés pour les congrès et tout ça, mais pendant le gouvernement Bolsonaro, il y a beaucoup d'invasions des propriétaires ruraux et aussi des minérations, les gens qui travaillent pour chercher d'or. Il y a beaucoup d'invasions aux terres indiennes. Donc, c'est un moment pas facile. C'est important porter ce message. Donc, on peut avoir aussi pression de l'opinion publique européenne, américaine, des médias européens, américains. Donc, le film est aussi important pour ça. O meu povo não aceita mineração aqui. Mentiroso, ladrão, Et j'avais une première question, j'aimerais beaucoup vous entendre parler un peu du travail d'écriture documentaire autour de ces films. Disons que c'est un film, vous avez réussi à trouver une formule un peu hybride en utilisant un peu la mythologie du peuple Yanomami et justement pour réussir à vous échapper un peu de quelque chose qui était peut-être plus attendu, une écriture plus anthropologique, plus conventionnelle. Et justement, comment ça s'est déroulé, ce travail d'écriture? Bon, moi, j'ai invité les chamans Davi Kopenawa, qui est le protagoniste du film, pour être non seulement le protagoniste du film, mais aussi l'auteur du film. Et je l'ai invité pour faire le scénario avec moi. Donc, c'est un peu étrange. On sait que chez les documentaires, il n'y a pas les classiques scénarios, mais ça signifiait demander à lui quelle histoire on doit raconter dans un film qui
qui veut être y porter les images et les voix de Yanomami. Donc, il a accepté ça, il m'a invité pour rester avec lui dans sa village qui est beaucoup isolé dans la forêt. Et là-bas, on a choisi les histoires qu'on doit raconter. Et ça, c'est passé que les hommes les plus grands, basiquement, ils m'ont dit que c'est très important de raconter les histoires fantastiques, mythologiques, qu'on dit mythologiques. Et quand on dit mythologique, on pense quelque chose qui est dans les papiers, dans les livres. Mais pour eux, pour les Yanomami et pour tous les Indiens d'Amérique, les mythologies, elle est pendant les jours, toutes les choses qui se passent quand ils vont chasser ou dans les petites plantations, toutes les choses qui viennent, les événements, ils sont très liés aux événements mythologiques. La mythologie, elle est là, elle se passe, elle est dans tous les jours. Et donc, on a porté ça pour le film. Mais aussi, on a décidé de raconter quelques histoires fantastiques en train de faire des mises en scène avec eux. Donc, notre personnage travaille aussi comme des acteurs pour mettre en scène des histoires sacrées, mythologiques qu'il veut raconter à les gens, aux Blanches. David me disait tout le temps qu'il ne veut pas faire un film de dénonce pour dénoncer la situation parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il ne voulait pas faire un film où les Yanomami peuvent être vus comme les pauvres Yanomami, les gens qui ne sont pas forts. Il me disait tout le temps, on est très fort, on est très beau, on a beaucoup d'énergie. Les gens qui sont malades sont vous, les non-indigènes, les blanches, parce que vous n'écoutez plus les spirites, vous n'écoutez plus votre chaman, donc vous êtes une civilisation malade qui est en train de détruire tout, tous les climats, toutes les forêts, tous les eaux, les fleuves, pour les marchands. Pour vous, les marchands, c'est tout. Et donc, maintenant, vous êtes très malade et les choses vont devenir pires. Ça a été 6 mois avant que ça arrive, la COVID. Donc, on a travaillé tout le temps dans ce travail de scénario pour comprendre quel peut être le film que les Yanomami veulent faire. Et ça, c'est passé ce moment et c'est très important pour les résultats finaux qu'on a réussi avec le film. Et justement, là, vous parliez des magies comme quelque chose de très pressant. Et c'est un sujet, je pense, qui vous intéresse. Enfin, je reviens un peu en arrière sur votre filmographie. Là, c'est votre 3e film en tant que réalisateur des longs métrages. Et vous êtes aussi scénariste. Vous aviez travaillé avec Marco Vekkis pour un film qui traitait aussi la question indigène, la terre. Et je pense, enfin, je vois votre premier long métrage, c'était un film d'animation qui avait eu beaucoup de succès au Festival d'Annecy. C'était Una historia d'amor et furia. Et là, il y avait cette dimension déjà fantastique. Ensuite, Ex-Pagé, Ex-Chaman, il y a 3 ans. Et là encore, la question de cet univers magique et spirituel d'une population indigène, là, c'est les Yanomami. Et comment est-ce que vous arrivez justement à traduire en image cette dimension spirituelle, cette magie, et peut-être aussi, d'une manière plus pratique, quels sont justement les problèmes ou les choses qu'on doit affronter quand on arrive avec une équipe de tournage pour aborder quelque chose de si abstrait, spirituel, où il faut garder une certaine distance. Ça m'intéresse beaucoup comprendre les points de vue de la civilisation qui était ici en Amérique avant que nous, les Européens, parce que je suis d'origine italienne, donc avant qu'on est arrivé. On avait ici, on a encore, parce qu'il y a 200 nations indigènes encore qui vivent ici, et ça m'intéresse beaucoup de comprendre les points de vue qu'ils ont. Il y a beaucoup de choses qui sont très fortes et très visibles pour moi. Il comprend beaucoup les mots de soutenabilité. Je ne sais pas.
Oui, 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 tout à fait. ils sont maîtres sur ça parce qu'ils sont capables de vivre une situation où il y a des carbohydrates et des protéines, il y a la métaphysique et les biomas, la nature où ils vivent, il est là. Et ça peut vivre avec eux pendant 4000 ans. On est arrivé et moins que 500 ans, on a détruit presque tout. Et on a déjà, en Sud-Amérique et au Brésil, une très grande crise hydrique de eau. Ça ne pleut comme pleuvait avant. Donc, c'est intéressant de comprendre comment les modes qu'ils pensent. Au début, il y a quelque chose qui est très intéressant. Ils n'ont fait pas d'investissement, ils contrôler le futur. Et on fait ça tout le temps. On est tout le temps en train de planifier les choses qu'on va faire. On a des agendas. Moi et toi, on sait ce qu'on va faire en 15 minutes. On sait quand cette conversation doit finir. Et quoi on va faire après et après et après. Et les Indiens brésiliens, ils ne comprennent pas ça. Pourquoi vous essayez de mettre sa énergie pour contrôler quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, que c'est le futur? Donc, quand ils mettent énergie sur le planifier tout le temps le futur et essayer de contrôler tout ce qui va passer, quand ils ne font ça, le temps reste pour le moment. Ils sont très pleins dans les choses qu'ils sont en train de faire. Et ça porte des conséquences très intéressantes que ma cinématographie essaie, on cherche de montrer à tous les gens, montrer ça aux Indiens et même faire une traduction pour les branches. Par exemple, c'est très visible qu'on est là avec les Indiens, que le niveau d'anxiété et les niveaux de stress sont beaucoup plus bas que chez nous à cause de ça, parce qu'ils ne sont pas en train de contrôler le futur tout le temps. Ils sont ici. Et quand ils sont ici, dans le présent, ça, il y a une conséquence que les gens qui sont pleins dans le présent, elles font les choses meilleures que les gens qui sont avec des distractions sur le futur tout le temps. Oui. Même comme des acteurs et des actrices, ils sont beaucoup pleins dans les choses qu'il fait. Quand je travaille avec les acteurs et les actrices non indigènes et blanches, il y a beaucoup de problèmes avec l'anxiété. Si elle est en train de faire une mise en scène, elle pense en même temps, ça devient très bien. Quand je vais au festival de Venise, au Vision, ou à Berlin, ça va être un succès et elle s'y perd. Et les mises en scène devant on peut exagérer et on doit faire moins. Avec les Indiens, ça ne se passe. Ils sont tous les temps là. Et c'est beaucoup réel, beaucoup plein de vérité parce qu'ils sont prêts dans le présent. Par exemple, pour l'économie, les Indiens, tous les jours, chez les Yanomami, ils vont chasser dans la forêt. Et par exemple, je suis allé avec eux pour connaître ça. Quelquefois, ils voient qu'il y a dans les pieds des petits animaux qui sont passés pour terre. Donc, il reste là parce qu'il dit, s'il est allé, il va revenir. Et ce n'est pas facile de tuer et chasser un animal dans la forêt. C'est presque impossible. Donc, il reste là et il pense, c'est meilleur qui marchait tout le temps et pour hasard, c'est rester ici et attendre que l'animal il revient. Donc, il reste là pendant 4 heures peut-être. Pour nous, on peut rester 4 heures dans quelque part. Et on a les mobiles en train d'Instagram et tous les Internet et parler avec tous les gens. On n'en est jamais là. On est tout le temps comme ça. Et ils sont capables de rester 4 heures en train d'attendre le moment économique de cette histoire, c'est le moment de chasser quelque chose qui les filles, les parents, les grands-mères vont manger cette chose. C'est le pubis, c'est toute la chasse, c'est tout le pubis économique qu'il y a maintenant. Il peut rester là pendant 4 heures complètement plein, en train de regarder les fourmis qui marchent, où ils vont, ils restent là. Les oiseaux qui passent, il y a des oiseaux, parce qu'elle aille, elle vient, elle arrive. Il faire comment s'il y avait tout le temps la cinématographie ou la littérature qui est
l'ambiance. Donc, ça m'intéresse beaucoup. C'est cette mode de vivre que je cherche de faire une traduction. Vous m'avez demandé comment on peut faire cette traduction. Ça. Pour faire la traduction de quelque chose qui est tellement magique, parce que pour tout le temps, il y a des connexions avec des esprits et avec des choses fantastiques tout le temps. Pour nous, je comprends que le mode, c'est la poésie. Donc, ma poésie, mon travail cinématographique, chez les documentaires, il y a poétique. La caméra, il y a un cherche rigoureuse de trouver les modes de montrer la beauté, la potence, la poésie qui est dans cette mode de vivre. Je trouve que seulement la poésie, la force de l'image poétique, c'est comprendre le temps, que le temps des Indiennes, c'est comme le temps de Tarkovsky. Je lis beaucoup les livres quand j'étais avec eux et je disais, Tarkovsky, il était un Indien. C'est en portugais, sculpir le temps, les livres de Tarkovsky, la sculpture du temps, c'est un peu le mode de comprendre les Indiens. C'est laisser le temps travailler pour nous, pas être... quand je suis un réalisateur à faire un documentaire chez les Indiens, je ne vais contrôler tout le temps les choses. Plusieurs fois, je disais, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne va bien. Ça ne marche pas et je ne sais pas quoi je dois faire. Pour un réalisateur, peut-être mortel dire ça parce que tous les gens vont dire, mais il est le réalisateur, il doit savoir ce qu'il fait. Mais là-bas, ça marche bien. Tous les gens disent, ah, ça va, tu ne sais pas quoi faire. On peut peut-être que si on fait ça. Oui, les choses marchent comme ça parce que je ne voulais avoir contrôler tout le temps. Et ça est plus ouverte. Cette ouverture pour les choses qui viennent, c'est la caractéristique indienne que j'ai apportée aussi pour le cinéma. Et donc, les films Examen et le dernier Forehead, ils sont faits avec 7 dispositifs sémantiques, philosophiques, de comprendre la potence du temps, qu'on ne peut pas contrôler tout le temps. Et pour finir, il y a aussi quelque chose de très important qui, pour les Indiens et pour les Yanomami, aussi, les rêves, le niveau de rêve est la même chose que le niveau de la réalité de tous les jours. Ça veut dire que les choses qu'ils rêvent à la nuit, pour eux, c'est la réalité. Par exemple, pour nous, c'est quelque chose qu'on dit, c'est une narrative fantastique. C'est quelque chose qui n'est pas réel. Mais pour eux, c'est complètement réel. Par exemple, un jour, la matinée, à les 5 du matin, quand je sortais pour un chemin avec un Yanomami, il me disait, je suis très fatigué. J'ai dit, mais comme ça, tu viens de la Maca, tu étais en train de dormir jusqu'à ce moment, comment on peut être fatigué? Je disais, non, toute la nuit, j'étais en train d'escaper d'un jaguar qui voulait me manger. Et donc, je suis fatigué. Il était fatigué. Pour lui, les rêves, il a été réel. Il a été la réalité. Et donc, dans les rêves, il comprend beaucoup de choses qui se passent dans la journée. Il y a des choses qui se passent dans la journée qu'il ne comprend pas. Seulement quand il rêve, il peut comprendre. Et les films montrent ça. Il y a les niveaux du rêve et le niveau de la réalité qui sont mis en scène dans les mêmes dispositifs. On regarde pour les rêves comme quelque chose qui n'est pas aussi fort comme la réalité. C'est la réalité aussi. Et pour eux, il y a des mystères, des choses mystérieuses qui peut-être ça peut être compris pour les rêves. Ils ont fait ça. Et pour faire les cinématographies des rêves, on a décidé comment faire ça. Et on a choisi le mode de montrer les choses qui viennent du rêve. Et bon, ça a été très intéressant de chercher ça. Et c'est très réussi et très fascinant. Le résultat, vraiment, cinématographiquement, il est vraiment incroyable, fascinant. Et... Quand je disais, pour finir, quand j'ai demandé à David Copenau, les chamans, auteur et scénariste de ce film, comment on va faire
pour montrer dans le film les rêves. Il disait, c'est facile, le film, il est un rêve. Aller au cinéma, chez les Blanches, c'est un rêve. C'est les choses plus à côté des rêves qu'il faut être capable de faire. Donc, c'est facile, Louis. Voilà. Tout a l'air très facile après, j'imagine. Et justement, là, vous parliez de David Kopenawa, et justement, peut-être une dernière question, est savoir un peu quel était le lien. C'est vraiment quelqu'un de charismatique qui donne au film encore non seulement par rapport à ce que vous dites sur la participation, sa participation à l'écriture, mais lui, en tant que personnage, c'est quelqu'un d'incroyable. Et justement, quel est votre rapport avec lui, avec la culture Yanomami et d'une manière générale aussi avec les peuples indigènes au Brésil? Oui, j'ai étudié anthropologie quand j'étais jeune dans l'université de São Paulo. Mais après, j'ai beaucoup de relations avec différents peuples indiens pour faire le cinéma. Et ça a été plus intense que seulement les connaissances intellectuelles. Quand on travaille ensemble, c'est beaucoup plus intense. Et aussi, j'ai travaillé avec un prof dans une village indienne, Pataxó, pendant 2 années. Donc, ça a été aussi très fort parce que j'étais le prof avec eux, mais il était tout le temps mon prof. Les petits indiens me montraient, me faire comprendre beaucoup de choses que je ne savais pas comment faire des choses là-bas. Comment prendre un poisson dans le fleuve, pour moi, ça a été impossible. Comment je peux être un prof? Je ne sais pas les choses plus basiques. Donc, ça a été très riche. Et c'est comme ça que je vois mon rapport avec eux. Ça a été aussi avec David. Je ne connais David personnellement quand j'ai décidé de faire le film, mais je le connais intellectuellement. J'avais lu son livre, La chute du ciel, qui est un livre fantastique, je le recommande beaucoup. Et je sais qu'il est un chaman et aussi un leader ambientaliste et indigéniste très fort. Il parle à Harvard, à Paris, en Londres. Il est invité pour parler, les gens l'écoutent beaucoup, mais en même temps, pendant 10 mois pour année, il est dans ce petit village isolé avec des autres chamans en train de vivre dans le mode radicalement Yanomami. Quand je l'ai invité pour travailler avec moi, il m'a dit, viens rester avec nous. Et là-bas, on a trouvé les mots de travailler. Ça a été très intéressant pour moi. Tout le temps, j'ai appris beaucoup avec lui, mais on a eu aussi des conflits. Ça a été intéressant, les conflits. Mais je pense que les conflits qu'on a eus a fait que nous, moi et lui, on a ouvert un peu plus notre tête. Mm-hmm. Par exemple, un jour, j'arrivais et j'ai dit, j'ai eu un joli rêve avec des Yanomami et un petit jaguar et raconter une histoire que je pensais qu'il pouvait être une narrative dans le film. Je suis un scénariste, donc j'ai trouvé que cette rêve m'a apporté un dispositif narratif très intéressant. David a écouté tout et après il m'a dit, c'est intéressant, mais tu m'as dit qu'on va faire des rêves Yanomami. Vous n'êtes pas Yanomami, donc ton rêve, il n'est pas le film. Ouais. Et pour moi, c'était mais ça va. Et à un autre moment, par exemple, on décidait les histoires à raconter entre les hommes plus âgés, Yanomami. Et je disais, on peut porter, David, les femmes pour parler avec nous. Il disait non, ce n'est pas l'habitude, Yanomami. L'espace de décision, il y a un espace des hommes qui sont les chasseurs plus âgés. Donc, ça appartient à elles. Mais ça n'est pas... Je n'étais bien avec ça. Parce que dans la journée, il y avait une indienne femme, et Juan, elle s'appelle, qui venait me raconter des histoires tous les jours, et des bonnes histoires. Elle est très, très forte. Donc, je suis arrivé à David et je disais, je crois qu'on doit
raconter des histoires d'Erwan aussi. Il me disait, pourquoi? Et je lui dis, le monde, il change maintenant. Chez les blanches, les femmes, elles sont en train de prendre l'espace qui avant était seulement des hommes. Et ça marche beaucoup. Et je pense que si on veut montrer le monde Yanomami et on montre seulement les histoires des hommes, ça ne va marcher très bien. Ça serait important écouter et montrer et être ouvert aussi à les histoires des femmes Yanomami. Il restait un peu, il sortit, il revient, il me dit, Luis et Juana, elle est une femme très forte chez nous. On va raconter cette histoire. Donc, les conflits font les choses marcher et ouvrir notre mode de pensée. Ça a été très intéressant. Et David, il est incroyable. Pour moi, il est un des hommes plus importants du Brésil maintenant. Un des intellectuels et aussi quelqu'un qui porte le savoir de 4000 ans des chamans américains. Donc, il est très illuminé, quelqu'un charismatique et très important pour le monde maintenant. On espère, mais un grand merci. En plus, en français, on est gâtés là. Merci pour les films, merci pour ces moments. Et on espère vraiment, d'une part, on espère avoir l'occasion de vous retrouver personnellement avec votre prochain film. Et surtout, on souhaite aussi beaucoup de chance, bon courage pour ces films. J'espère que là où c'est possible que les films soient montrés en salle ou que ça soit par des plateformes, c'est un film important. C'est important que ces films arrivent au public. Vous parliez, ça parle vraiment de plein de choses, du changement climatique à la question indigène. C'est vraiment très riche. Donc, c'est vraiment important. Un grand merci pour ces films. Et bon courage et j'espère qu'à très très bientôt. Un grand merci, Louise. Merci Javier et merci beaucoup au Festival Vision du Réel. C'était un grand plaisir d'être avec vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.